toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi à 12h30, il est disponible en replay sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin, 1h30 de live. On a répondu à pas mal de questions et on est parti relativement loin dans une prédictive d'un Bitcoin à 6 666 $. Je vous inviterai à aller le regarder si cela vous intéresse. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, il ne s'est pas passé grand chose, pas d'alertes qui se sont déclenchées. Je suis parti en week-end paisiblement et rien ne s'est passé. J'avais mis une alerte ici aux 31 500 $, une alerte ici aux 29 500 $. Ça n'a pas sonné, je n'étais pas derrière les écrans. J'ai répondu à quelques messages sur le Discord, mais pas plus. Donc quand il n'y a pas de volatilité, quand le VIX est au plus bas et quand il se passe strictement rien, attendre. Il y a eu quelques news quand même vendredi par rapport à Gary, on va en parler dans cette vidéo, et une rumeur qui s'est révélée fausse jusqu'à preuve du contraire, mais c'est jamais complètement faux, on va pas sûr en parler dans cette vidéo, et on va essayer de faire une petite prédictive sur tout au long du mois de juillet, et ce qui se passe généralement, quand on suit la tendance, et c'est généralement ce qui se passe, on suit la tendance tout au long du mois de juillet et début août, et on remet les pendules à l'heure à partir du mois de septembre, octobre, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo et comment ça se passe. Dans cette vidéo, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur. Dans le forum documentation, vous y trouverez une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur les cryptoactifs ou que ce soit sur les marchés traditionnels. D'ailleurs, on va aller regarder quelques surveillances d'actions que je regarde du coin de l'œil. On va en parler en fin de vidéo si ça vous intéresse. Côté Bitcoin, il ne s'est rien passé ce week-end. On avait eu un FUD, en fait, par rapport à Gary. Gary nous sort, c'était vendredi dans l'après-midi. ETF Bitcoin au comptant est inadéquate. Wall Street Journal, ça a été relayé très massivement, voire très relayé massivement, et les algorithmes, bien évidemment, de trading l'ont vu passer et ont dû faire une petite chasse à liquidité. On parle de plus de 100 millions de dollars de liquidation de long ici. J'avais un trade que j'avais pris et j'attendais cette acceptation et l'accélération. Je l'ai coupé en très léger gain. Pourquoi ? Puisque en fait, je ne trade jamais pendant les journées de forte volatilité. Et on sait que l'expiration des options, les clôtures trimestrielles, mensuelles, c'est difficile à trader. Et c'était vendredi 30. Et j'ai dit, je coupe mon long parce qu'il est probable que je vais me le faire péter dans les deux sens, que ce soit par la baisse ou si vous étiez en short, par la hausse. Bon, on avait commencé à essayer de faire quelque chose à la hausse. Finalement, on n'est pas venu inquiéter les vendeurs à découvert qui se sont positionnés allègrement au-dessus des 31 500 $. Par contre, si vous aviez gardé ce trade-là, techniquement, il a pété. Donc, personnellement, je l'avais coupé. C'est pas parce qu'on a tort, raison trop tôt ou pas. C'est juste que pendant les journées de volatilité ou forte volatilité, c'est pas préconisé, en fait, de trader. Donc, laissez faire les algos, laissez faire les instits, laissez faire qui vous voulez. Et généralement, les amateurs se mettent en retrait. Et je me considère pas comme professionnel du trading à haute fréquence. Donc, je suis plutôt amateur. Donc, je me mets en retrait. Et ça sauve souvent. Et c'est encore une fois vérifié ici. Donc, c'était en fait Gary qui nous explique que Bitcoin est inadéquate. Bon, finalement, on a bien compris que ce n'était clairement pas un refus. On l'a beaucoup tweeté, on l'a beaucoup partagé dans le Discord des produits du marché. C'est clairement pas un refus. C'est juste une demande de pièces complémentaires. Donc, si c'est juste pour sortir une petite phrase un petit peu tranchante, voire une forme de, comment on dit ça, où on peut pousser l'imagination pour faire un petit peu de volatilité, finalement, on a bien compris qu'on avait pile clôturé en plein milieu de rien de ce range au niveau de ce triangle. On tente de le résoudre ici par le nord, donc c'est plutôt intéressant de l'observer. Et dimanche, une rumeur a tourné sur Twitter, comme quoi Gary Gensler serait en démission. Bon, ça c'est... Alors, c'est faux. C'est fake parce que ça n'a pas été très fortement relayé et le prix n'a clairement pas réagi par rapport à ça au niveau des cryptoactifs, bien qu'elles soient plutôt dans une bonne dynamique très court terme. Nos cryptoactifs préférés, on peut d'ailleurs en parler aussi dans cette vidéo. C'est une intelligence artificielle qui nous explique que finalement c'était faux. Bon, c'est formidable, mais sachez que ce n'est jamais complètement faux. C'est jamais complètement faux. Maintenant, si ça venait à se vérifier, si ça venait à être vrai, vous connaissez ce dicton, on sait toujours ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne. Parce que partir du principe que si Gensler démissionne de sa présidence au niveau de la SEC, c'est peut-être pour avoir quelque chose d'encore plus haut. On ne le sait pas. C'est pas tu prends tes affaires et tu pars. C'est peut-être il a un super poste au trésor à la place de Yellen. Peut-être qu'il a un truc de fou en fait. On ne sait jamais ce qu'on perd. On sait toujours ce qu'on perd. On ne sait vraiment jamais ce qu'on gagne. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc faites attention à ça, puisque ça peut sembler bon, mais c'est peut-être pas bon. En fin de compte, voilà. Pas plus de choses à dire vis-à-vis de ça. Toujours dans ce range, on va taper les bornes basses, taper les bornes hautes. Ici, donc, j'ai un play que je prendrai très probablement. Donc, je ne trade
que très rarement. Hein. C'était vraiment parce qu'il y avait les expirations des options et on pouvait vraiment pousser fort. Donc on prend un play, finalement il ne s'est pas confirmé, donc j'ai coupé le trade. On va peut-être chercher une 2 quelque part, si on part du principe qu'on est rentré dans une 5. Et les 5 sont généralement les plus violentes par extension. Et l'été, on peut poursuivre la tendance. Donc on peut aller chercher des objectifs très hauts pendant les 30 prochains jours. Je ne l'exclus pas, c'est ce que je joue depuis des semaines, voire depuis des mois. Mais c'est toujours la même chose. Lorsqu'on va chercher une 1, généralement on va chercher une 2. Et une 2 se trouve généralement entre les 0,50 et les 618. Donc c'est dans cette petite box verte ici que potentiellement je pourrais encadrer des trades de continuation de tendance. Je dis toujours la même chose. Je suis profondément investisseur. Mais le trading que je fais le plus, c'est dans la tendance haussière en swing. Et dans le swing, vous achetez les creux. On n'achète pas sous résistance, on n'achète pas des ranges, on n'achète pas des bad range, on achète des creux. Et le premier creux, c'est généralement les premiers arrêts. Et le premier arrêt de tout le précédent mouvement qui se trouve actuellement sur les 27 000 $ est très proche d'une confluence entre les 28 100 $, 28 000 $, 27 200 $. Donc beaucoup d'objectifs qui tournent sur ces niveaux de prix. C'est bien de les avoir, ces objectifs-là. Hein, maintenant, il faut attendre que le cours vienne à nous. C'est ça l'objectif. Donc, on va attendre que le cours vienne à nous. Côté Shimoku Kinkoyo, il y a pas mal de petites confluences. Ici, en weekly par rapport à notre Tenkan, bon, ça peut être super intéressant à aller chercher. Et en daily, vous comprenez bien, par rapport aux 26 dernières périodes, exactement les 0,50, 28 133 $ par rapport à notre Kinjun ici et notre SSB juste là. Donc pas mal de confluences avec un petit déséquilibre. On peut aller un petit peu plus profondément sur les 26 890 $, donc 27 000 $, 26 900 $ pour aller chercher le petit déséquilibre, mais dans le but de chasser des longues pour pouvoir continuer la tendance. Pourquoi je dis ça? Puisqu'en fait, il faut aller regarder au niveau de l'order flow. L'order flow, en fait, a fait cette magnifique bougie juste là. Hein. C'est pas très agréable à observer, surtout quand ça vient de Gary, c'est jamais très plaisant, ça énerve, une forme de colère, une forme d'anxiété qui monte, c'est normal, hein, mais à un moment donné, il faut vraiment attendre les clôtures. Les clôtures sont très intéressantes et très importantes. On s'était dit, si on clôture le trimestre au-dessus des 30 300 $, c'est boule. Et c'est boule parce qu'on est aux clôtures à 30 500 $, donc on est super content en fait de le constater. Mais on a eu une perte d'intérêt au niveau des open interest et ça commence à se latéraliser. Ça veut dire qu'il y a une perte d'intérêt sur ce consensus de prix. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, en fait, c'est retrouver de l'intérêt. Donc oui, on a des spreads qui sont relativement croissants. On tente d'aller chercher, en fait, au niveau des spreads positifs, c'est clairement ce qu'on attend. Mais au niveau des CVD spot, c'est plutôt décroissant. Donc sur cette valorisation, sur ce niveau de prix en train de latéraliser, les acheteurs spot perdent de la force. Donc s'ils perdent de force, ça veut dire qu'ils trouvent un intérêt moindre sur ce niveau de prix. Peut-être veut-il acheter plus bas. Pas beaucoup plus bas, mais l'idée c'est de retrouver un intérêt. Donc ce que j'aimerais en fait moi observer, c'est potentiellement d'aller chercher du bull, hein, un truc comme ça, voilà, sur les 28 000 $, qu'on voit en fait ici peut-être un petit peu se dégrader, et dans la montée qu'on retrouve en fait une forme d'intérêt au niveau de la montée. Donc ici, si vous voyez quelque chose comme ça, et qu'on voit les open interest monter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on longue le creux dans la tendance, c'est clairement ce qu'il faut faire, et qu'il y a beaucoup de vendeurs à découvert qui ne sont pas d'accord avec cette montée. Et ça pourrait éventuellement enclencher des breakouts haussiers. Donc ça peut partir maintenant aussi, hein, j'en ai pas la moindre idée. Mais c'est clairement ce que j'attendrai. Donc j'attendrai que le prix vienne à moi plutôt que de les courir derrière et d'acheter en plein milieu d'un petit range. Ça sert strictement à rien. Je ne préconise clairement pas de faire ça. Maintenant, si on prend des time frames un peu plus grands, on va passer en mensuel, puisqu'on a eu des clôtures mensuelles et trimestrielles, plutôt bullish. Ici, c'est formidable. On a validé cette Gunfield pattern en deux doji. Franchement, c'est super beau. Je vous le dis franchement, elle est belle cette clôture. Et je n'exclus clairement pas une continuation, on sera assez franche. Au niveau des MACD, on est repassé dans le positif, on est repassé dans le premium. C'est génial, il a crossé boule, franchement, super. On a de l'acceptation au niveau du RSI en 14 périodes. Je vous le dis de façon extrêmement simple. Il y a beaucoup d'investisseurs qui partent du principe que quand on est en dessous de notre oscillateur des 50, c'est bear market, c'est pas bon. Généralement, on n'y reste pas longtemps au niveau de Bitcoin. Bien qu'on y est resté quand même quelques mois, mais on n'y reste pas longtemps par rapport au premium. Quand on vient en fait faire la neckline de cet oscillateur en 50 pour derrière refaire un nouveau plus haut, honnêtement la tendance est belle. Et ici, des gros peuvent se positionner. Pourquoi? Parce qu'ils ont la tendance avec eux sur des grandes time frames. C'est exactement ce qu'on attend. On veut ces tendances-là dans le dos. Et c'est clairement en fait ce type de choses qu'il faut swing tout simplement. Donc plutôt chercher des longues ici plutôt que des shorts tout simplement. Bon. À court terme, on l'a dit, il y a une baisse d'intérêt. Donc on peut osciller sur des time frames en mensuel. Faites très attention à ça. Ne vous surexposez pas sur des gros leviers parce que vous voyez au niveau de la volatilité qui baisse. Hein, on le voit d'ailleurs par rapport à un weekly. Ici, on est sur une petite bougie juste là. Je vais remettre. Est-ce que j'ai quelque chose? Voilà. On a une bougie d'indécision. Je vais aller sur une autre charte. Je vais passer en weekly ici. Je l'avais peut-être mieux dessiné. Si je pars, voilà, vous l'aviez ici. Exactement. Bon.
Ici c'est bear, ici c'est bull, bougie d'indécision. La clôture weekly sous les 29 500 $, ce sera pas bullish. Ce sera une considération comme une réintégration pour aller chercher beaucoup plus bas et peut-être aller chercher le bas du range de 25 000 $. Maintenant une clôture en weekly au-dessus des 32 300 $, bah c'est plutôt bull et on continue notre fractal des fameux 10 jours tout de mood. Bon bah finalement c'est pas vraiment 10 jours, c'est peut-être un peu plus longtemps, mais c'est très difficile et on ne cherche bien évidemment pas à timer le marché, mais pour l'instant on n'est pas complètement à côté de la plaque jusqu'à preuve du contraire. Je n'avais donc pas pris ce trade pour information, mais plutôt intéressant et les objectifs sont plus hauts, 32 500 $. Pas mal d'ailleurs, Levis c'est 32 500 $. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est toujours la même chose. Si on commence à faire une extraction haussière et qu'on essaie de se retourner avec des espèces de petites structures en délit, un truc un peu comme ça, et qu'on vient pas chercher les 32 000 $, c'est pas bullish. Je vous le dis franchement, ou les 32 500 $, c'est que c'est pas très bullish. L'objectif, c'est de juste faire une capture de liquidité pour aller chercher le bas du range. Faites attention, toujours dézoomer si vous voulez swing ce marché. On peut le travailler sur des petites time frames et les grosses time frames aujourd'hui lead ce marché. Actuellement, c'est plutôt haussier. On est donc en bull run. Oui, je peux le dire, on est en bull run en fait sur Bitcoin. Pourquoi je vous dis qu'on est en bull run sur Bitcoin? C'est très simple, puisqu'on a en fait des creux toujours plus hauts que les précédents et des hauts toujours plus hauts que les précédents. Donc on est bien dans un trend ascendant ici et non pas descendant. Par contre, quand je vois quelques cryptoactifs qui commencent à reprendre un tout petit peu de couleur, je vous le dis franchement, on est dans les catacombes du désespoir au niveau de nos cryptoactifs préférés. On va mettre du Total Market 3 et il n'y a rien de bullish là-dedans. Il n'y a aucune structure, on se fait ravaler en bas de range, on va chercher des bottoms qui sont potentiellement définitifs. Et honnêtement, je n'exclus pas une zone de rechargement première classe. Pourquoi? Parce que c'est souvent ce qui s'est passé précédemment. On vient bien chercher des premières classes, donc faites attention à ça. Mais actuellement, on n'est clairement pas en all season. C'est un nom catégorique. On n'est pas en bull run sur les cryptoactifs. Actuellement, il n'y a que Bitcoin qui commence à retrouver un petit peu de lumière. On est franchement heureux de l'observer, mais il n'y a pas plus à dire. Donc si vous commencez en fait à vouloir vous surexposer sur les altcoins parce que vous estimez que Bitcoin est trop haut par rapport aux altcoins, c'est une bêtise. C'est une bêtise, puisque vous n'avez pas la structure avec vous. Quel que soit le total market 1, 2, 3 hors stablecoin, c'est pas bullish actuellement. C'est clairement pas bullish. Ok? Super important par rapport à ça. Néanmoins, il faut aller regarder ce signal invisible. Puisque si aujourd'hui Bitcoin lead le marché, ça ne veut pas dire qu'il faut faire all-in Bitcoin et revendre toutes nos cryptoactifs. Il fallait le faire potentiellement avant. Et c'est de moins en moins préconisable par rapport à la dominance, puisqu'on commence à arriver, on a peut-être fait une grosse partie du chemin en fait au niveau de la dominance de Bitcoin. Donc ici c'était intéressant de faire des arbitrages, j'en ai fait personnellement, je me suis un peu foiré, c'est pas grave, je perds pas par rapport à ça, mais je gagne potentiellement moins si le marché est haussier actuellement, même si je long Bitcoin, ça me suffit pas à couvrir en fait les arbitrages que j'ai, puisque j'ai peu de Bitcoin par rapport à l'intégralité de mon portefeuille crypto. Moi mon objectif c'est d'aller chercher les 38, voire de les briser à la baisse, pour aller retrouver ce fameux all season. Mais actuellement, on est dans un Bitcoin season. Et généralement, les altcoin season et les gros altcoin season, c'est après le halving. Moins d'un an, mais après le halving quand même. Donc on peut aller chercher ce type de choses. Si on reprend exactement la même fractale précédente, on devrait se retrouver dans cette petite box rouge. Bon, on est quasiment fini le chemin, quoi. Ça nous suffirait pour Bitcoin d'aller chercher les 40 000 $ ou les 38 000 $. Je dis pas du tout le contraire. Je fais par rapport à ce signal invisible. Parce que je pense que c'est clairement ce qui me catalyse par rapport et qui renforce un billet extrêmement bull que j'ai depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est toujours pareil, c'est au niveau du total market vis-à-vis des stablecoins. Où est-ce qu'elles sont mes stablecoins? Elles sont un peu plus haut, voilà, juste ici. Donc on a eu cette confirmation. Je suis actuellement en weekly. On l'a pas bougé, en fait, on ne bouge pas ce truc-là. Ouais, on trace nos obliques, on trace notre trendline, on fait nos structures, un W weekly dans un M-top en mensuel, c'est clairement pas bullish. Bon, ça se confirme, c'est clairement pas bullish. Au même titre qu'un M-top en weekly dans un W mensuel, c'est plutôt bullish. Dixit Atom Cosmos. Si Atom Cosmos fait un truc comme ça, regardez, je vous le montre parce que beaucoup le regardent, vous voyez qu'ici, vous avez un magnifique M, enfin un petit W ou un espèce de W un peu averté, dans un magnifique M qui a été confirmé, un M-top quasiment en mensuel, qui va se transformer potentiellement en W trimestriel, honnêtement, ceci n'est pas bearish si on arrive à aller chercher les 16, 17, 20 $. En fait, les très gros portefeuilles, les gros spéculateurs qui ne souhaitent pas en fait bloquer du capital unitément pendant des semaines ou des mois, c'est ici en fait qu'ils vont nous pousser le cours. C'est pour ça qu'on peut avoir des arrachements haussiers, des accélérations complètement folles, parce qu'on aura eu toutes les confirmations, toutes les planètes seront alignées. Et en fait, partez du principe que la grande majorité des petits, moyens ou très gros portefeuilles se mettent dans la tendance lorsqu'ils ont leur confirmation, lorsque l'ensemble des planètes sont alignées. Pour les autres,
Bah, on essaye de trouver des plays, de positionner nos jetons, staker de l'Atom Cosmos sur des validateurs externes, etc., ou directement dans les échangeurs, pour essayer de grappiller quelques miettes de reward ou de récompense, mais il faut partir du principe qu'en fait, on ne fait que bloquer du capital, potentiellement inutilement. Peut-être que ce capital qui est bloqué sur nos cryptoactifs préférés serait bien plus rémunérateur autre part. Pourquoi? Parce que les capitaux naviguent, tout simplement. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il est pertinent, intéressant, de pouvoir allouer du capital dans le Bitcoin. En tout cas, pas mal de whales pensent cela. Donc, ça tend à se vérifier. Pourquoi? Parce que Bitcoin is bull run. On le voit très très bien. Bitcoin est vraiment dans un magnifique trend dossier. Il est donc plus intelligent, même si c'est peut-être pas un bon mot, mais il est peut-être plus rationnel, c'est peut-être ça le mot, bah de plutôt allouer une partie non négligeable de son portefeuille dans Bitcoin, dans la tendance, je ne parle pas ici aux investisseurs, plutôt au swing, hein, d'accord, plutôt que d'aller essayer de trouver des altcoins ou des actions qui ont potentiellement sous-performé ou ne sont pas à la juste... Oui, on s'en fout qu'elles soient à la juste valeur, pas à la juste valeur, on suit la tendance, hein, c'est ça, on cherche la force, ok. Donc par rapport à ce petit signal, que je m'éparpille pas trop, on a eu donc cette confirmation juste ici par rapport à cette oblique. Là, ça a clôturé et maintenant on attend l'accélération. Et l'accélération, elle peut nous envoyer relativement bas. Et oui, ce qu'on fait dans un sens, on peut le faire dans l'autre. Et là, ça vous envoie Bitcoin et pas mal de nos cryptoactifs préférés. On touche du bois, on essaye de prendre des profits sur des 110% sur pas mal de nos cryptos. Mais clairement, j'exclus clairement pas ce narratif-là. Hein, qu'il y a 60 milliards de dollars qui rentrent sur les top markets, si vous voulez, plutôt institutionnels. Donc on va parler Bitcoin Cash, Litecoin, on parle Ethereum, on parle Bitcoin, on parle de pas mal de trucs là, qui sortent un petit peu du lot par rapport aux gros fonds d'investissement qui ont la possibilité de spéculer dessus dans leur trust ou par différents mécanismes institutionnels. Bah, c'est plutôt les très grosses caps hein, qui vont probablement profiter, peut-être moins les petites caps. Okay, les petites caps, je le dis, je le redis, c'est plutôt intéressant dans ces phases de marché, d'aller en fait chercher et prendre le temps plutôt d'être resté bloqué derrière nos graphiques, d'aller chercher du fondamental. Parce que c'est là en fait on voit si vraiment ça bosse derrière. Est-ce que dans ce bear market psychologique assez dur hein, qu'on a sur pas mal de cryptos qui sont très peu capitalisés, je parle des trucs à 100 millions, 300 millions ou 50 millions de market cap, qui sont sortis il y a peut-être 2, 3 ou 4 années, est-ce que faut peut-être pas essayer de travailler des arbitrages parce qu'il y a d'autres candidats qui vont arriver, qui vont faire mieux puisque eux, ils ont la peps, eux, ils ont la dynamique, et eux, ils ont le recul et l'historique de voir ce que font les concurrents. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une réelle utilité par rapport à ce projet-là? Est-ce qu'il y a... Voilà, plutôt peut-être mettre plus de temps dans la recherche fondamentale, et on va faire ça pendant tout l'été. Hein, je vous propose, moi, de rentrer plutôt dans le détail au niveau des fondamentaux, pas forcément Bitcoin, pas forcément Ethereum, mais vraiment des cryptos qu'on a en portefeuille pour voir si on est vraiment sur le bon cheval, ou est-ce que peut-être il y a d'autres candidats qui seraient intéressants. C'est pas un jeu de pile ou face. Hein, c'est la recherche fondamentale, c'est plus je suis prêt à tenir sur des lots et encore des lots, voire beaucoup de cryptos qui repèrent, je vais dire une bêtise, moins 70% dans les 6 prochains mois, parce que année du réel, parce que plein de narratifs différents, ou parce que Gary, je sais pas, on voit là une bombe atomique dans les cryptos, j'en sais rien, mais de dire, ok, j'ai fait une recherche fondamentale réellement profonde, et je sais que ça a de l'avenir. Et ça nous permet tout simplement de ne pas nous substanter de nos émotions. Voilà, et de ne pas agir en fonction de nos émotions dans la peur et la capitulation. Ça sert à ça, la recherche fondamentale. Ok, voilà pour ça. Donc, formidable signal. Je suis vraiment très heureux de l'observer. Bah, on attend maintenant l'accélération baissière au niveau des stablecoins qui viendront donc se décharger, qui sont déjà sur ce marché, sur nos crypto-actifs préférés. Et actuellement, on le voit bien, bah, c'est plutôt les grosses caps, les proof of work qui en profitent le plus et on est très content de l'observer. Pas plus de choses à dire, juste une petite chose, on avait eu le CPE Core, plutôt un bon CPE Core d'ailleurs, par rapport à juste en dessous du consensus, à 3,8 sur un consensus de 3,9, c'était donc juste, je sais plus où, voilà, c'était là, donc c'est formidable au niveau du PCE Core. Est-ce que ça a fait quelque chose d'un... Oui, ça a fait plutôt quelque chose de très pertinent au niveau de Wall Street, puisque ça a clôturé en haut sur des nouveaux highs, donc on est très heureux de l'observer, honnêtement, bravo à Wall Street, puisque pour l'instant ça fonctionne plutôt pas trop mal au niveau du PCE Core, au niveau de l'inflation, d'ailleurs, qui est complètement dans les chaussettes. Vous regardez Trueflation, on passe à 2,22. Waouh, c'est incroyable quand même. On va finir en déflation, ça va pas tarder cette histoire-là. Donc, très intéressant de l'observer. J'ai juste une petite inquiétude, c'est qu'actuellement, le consensus, ça reste un consensus, reste sur une augmentation de 0,25 points. Enfin, vous avez tout qui baisse, vous avez l'inflation qui baisse. Vous regardez Trueflation plus de 2 secondes, honnêtement, on est au terminal taux que tout le monde voulait au début. Et on a encore 87% pour une augmentation de 0,25 points. Je ne sais pas, finalement, ce qu'ils cherchent à faire. Je vous le dis franchement, je ne sais pas. Ils cherchent peut-être le crack, ils cherchent peut-être la récession, ils cherchent peut-être à, je ne sais pas moi, à tout cracher pour
pour baisser son bilan. Je ne sais pas du tout ce qu'il cherche à faire Jérôme Powell, mais je trouve ça en fait très étonnant qu'on soit encore sur une augmentation de 0,25 points, même si en fait, au fond, on s'en fiche un peu. Hein. Je vous le dis franchement, plus ou moins 0,25 points, c'est pas ce qui va faire le nerf de la guerre. On l'a dit, on le rappelle. En fait, on n'est même pas à on vient d'atteindre la moitié du ressenti dans l'économie réelle aux États-Unis par rapport à l'augmentation des taux de juillet 2022. Donc actuellement, dans l'économie réelle, on ressent une augmentation à 2,50. En fait, le plus dur reste à venir en termes de ressentiment dans l'économie réelle. C'est pour ça que je ne comprends réellement pas par rapport à l'inflexion de la courbe au niveau de l'inflation, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, même si elle est encore loin des objectifs fixés par la Fed et par la BCE, etc. On peut se tirer les violons dans tous les sens. Mais en fait, le plus dur d'un point de vue économique et d'un point de vue consommateur reste à venir. Et si vous en fait le corrélez aux insistances de paiement, aux cartes de crédit revolving qui dépassent des plafonds depuis 2008, c'est du jamais vu en fait aux États-Unis en termes d'incidence de paiement sur des crédits conso ou sur des crédits ou sur des cartes de crédit. Ils utilisent beaucoup la carte de crédit là-bas. Au niveau de l'immobilier, on sait qu'il y a eu une nouvelle bulle qui s'est créée vis-à-vis de Airbnb et qu'actuellement, il y a une chute de fréquentation de près de 50% dans certains États et pas des plus petits aux États-Unis par rapport à des remboursements d'emprunts qui sont directement corrélés à Airbnb ou à la location courte durée. Honnêtement, c'est pas vraiment vert ce qu'on est en train de voir devant nous. C'est pas vert d'un point de vue consommateur, d'un point de vue crédit, d'un point de vue banque régionale, d'un point de vue, etc., etc. Et actuellement, la liquidité, elle n'arrive pas. Elle est plutôt en train de sortir. On se fait quelques news parce que je pense que c'est extrêmement intéressant d'en parler. Je vais sauter du coq à l'âne, je vais vous en faire d'autres, mais j'ai pas envie qu'elle dure 2 heures la vidéo. Donc on va faire ça. Ça, c'est super important par rapport aux estimations de marché. Je vous le dis, on est en train d'essayer de scénariser, en tout cas personnellement, j'essaie de le faire, un crack ou une chute au niveau des estimations de croissance ou de bénéfices vis-à-vis des entreprises, notamment US. Actuellement, je ne le vois pas. Je vous le dis en toute honnêteté, c'est plutôt haut. Où est-ce que j'avais ça? Moi, je ne sais plus du tout où est-ce que j'ai ce genre de truc. Voilà, sur Guru, par exemple. Donc, on a encore des estimations qui sont très hautes au niveau de Wall Street. Et en fait, ils ont raison. Ils ont raison parce qu'on va battre des records en 2023 au niveau de la consommation de pétrole. Je le dis, c'est toujours la même chose. Si vous prenez l'énergie, généralement à 70%, ce sont des hydrocarbures et du gaz, et ben en fait, c'est directement corrélé au PIB. Voilà. Le PIB, c'est l'énergie. C'est pas compliqué, hein. Il ne faut pas chercher à midi à 14h. Et on voit en fait une recrudescence au niveau des consommations relativement équilibrée en Europe. On est mou en Europe, on a une croissance qui est très faible, etc. Par contre, en Inde, ça pump fort. C'est pour ça qu'on a les yeux là-bas et qu'on essaye de bosser avec eux. Et la Chine a bien compris. Et la Chine en forte croissance également. Les plus gros, c'est pas la Chine, c'est pas l'Inde, c'est pas l'Europe, c'est les États-Unis. Quasiment 2 fois plus, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc on voit bien qu'il y a une forte consommation au niveau des hydrocarbures qui est directement corrélée à la croissance mondiale et au PIB mondial. Donc les estimations, actuellement, il faudra bien utiliser ce pétrole-là. Et s'il ne s'utilise pas en une journée. Donc c'est bien évidemment des estimations de consommation pour 2023. Ça peut vite dégénérer pour diverses raisons, mais actuellement, c'est plutôt bullish, si vous voulez, en termes de croissance mondiale. Même si elle est faible, croissance quand même, c'est super important. Juste un petit graphique qui fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Il faut savoir que le plus gros producteur et consommateur de pétrole au monde et de gaz, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Et en fait, on a bien compris que le pic conventionnel de pétrole qui avait déjà été atteint en 2008, sur une déclinaison, en fait, a été allègrement remplacé par le gaz 6. Le gaz 6, rappelez-vous, on en avait beaucoup parlé pendant le mandat de François Hollande qui voulait relancer des plateformes d'hydrocarbures, enfin en France, hein, pour l'exploration du gaz de schiste, qui avait été très fortement critiqué. Il a fait marche en arrière. Bon, on va avoir un problème d'ici 2030 vis-à-vis du pétrole en Europe. C'est bien pour ça en fait qu'on essaie de se soustraire des énergies fossiles pour partir dans le renouvelable. Et en fait, quand je dis renouvelable, c'est surtout nucléaire. Hein, c'est pas pour rien que l'année dernière, Emmanuel Macron a dit qu'il rebalançait, je ne sais pas combien de PR, nouvelle génération plus, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et d'ailleurs, on va nationaliser EDF parce qu'on va le faire mieux que tout le monde. Bon, c'est formidable, mais on va essayer de se soustraire de ça. Donc nous, en Europe, on essaie de travailler dans les énergies renouvelables et de se relancer, même si on se met un petit peu de bâton dans les roues par rapport à l'Allemagne, vis-à-vis du nucléaire. Mais partez du principe qu'aujourd'hui, les seuls qui sont en train de maintenir un prix du pétrole relativement bas, il faut le savoir, hein, un prix du pétrole relativement bas, ou en tout cas qui stagne, ce sont les Américains, puisque l'Arabie Saoudite descendent, et ont redescendu il y a encore 2 semaines et demie en arrière, de 1 million de barils le jour. C'est pas beaucoup, hein, c'est 2%.
grosso modo 1 ou 2% de leur production annuelle, donc c'est très peu. Et en fait, c'est directement compensé par les États-Unis. C'est pour ça qu'on arrive à observer une demande extrêmement croissante au niveau des hydrocarbures. Donc, au niveau de l'OPEP+, ça joue un petit peu avec le feu. La Russie qui brade complètement ses hydrocarbures. L'Arabie Saoudite qui diminue un petit peu au niveau de ses hydrocarbures. Donc, tout ça, en fait, s'organise dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, une consommation qui va atteindre des records. Et finalement, si on ne regarde que ça, ben, en fait, c'est bullish pour l'économie. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on aura un crack financier sans précédent, etc. Il y aura toujours des déclencheurs par rapport à ces cracks financiers. Je ne les connais pas, je ne les anticipe pas. La plupart du temps, je les subis, mais ça ne veut pas dire que je ne prends pas de profit parce que je ne les vois pas. Hein, je laisserai toujours le cours venir à moi, que ce soit dans les profits ou que ce soit dans les prises de position. Je vous montre juste ça, comme ça on finit juste cette vidéo, parce que je suis en train de regarder pas mal de petites actions. Je suis dans une forme de surveillance. J'aimerais juste vous montrer ça. Je ne sais plus où est-ce que c'était, Liquidity Center, non. Voilà, je suis tombé là-dessus. Ce week-end, j'ai lu ça, je trouvais ça intéressant. SBF 120, donc c'est des actions France. Quelles sont les actions les plus shortées par les investisseurs en France? Je trouvais ça super intéressant. Et en fait, je suis tombé sur Ubisoft. Waouh, Ubisoft. Et donc, ça m'a fait une forme de résonance. Donc, à l'époque, il fallait 5, 5 ou 6 du capital. Maintenant, il faut 4,90. Donc, c'est très fortement shorté au niveau d'Ubisoft. Moi, Ubisoft, ça me fait penser un petit peu à GameStop aux États-Unis. Donc, il faut faire attention à toucher à ce type de choses quand c'est très ancré. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que les gens les aiment bien ou qu'on les aime pas, il y a des grosses licences qui vont arriver. Honnêtement, j'y crois. Puisque ça ne veut pas dire que ce ne sera pas vendu. Hein. C'est by the rumor, c'est the news, je ne dis pas du tout le contraire. Et puis la charte commence à montrer des signes de force au niveau d'Ubisoft, mais j'ai un plan, donc j'attendrai que le cours vienne à moi. Mais je suis en train de le regarder parce que ça donne en fait du grain à moudre à des possibles spéculateurs plutôt haussiers ici, puisque partez du principe qu'il y a quand même des bébères à aller dégommer. C'est pour ça qu'on peut avoir en fait des remontadas assez féroces, comme on avait observé avec GameStop notamment, puisqu'on touche directement à l'ADN, si vous voulez, des gamers. Hein, ce qui fait la puissance d'un éditeur, d'un studio d'une entreprise ou d'une enseigne comme GameStop ou Micromania en France, bah, c'est bien évidemment leurs utilisateurs, leurs joueurs et leurs consommateurs. Hein, c'est super important de bien le comprendre. Et je pense qu'il y a encore de fervents défenseurs d'Ubisoft dans ce monde. Et c'est une boîte française, donc autant la soutenir. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. On peut faire un tout petit tour sur Ubisoft extrêmement rapide. Je trouvais ça vraiment pas mal, quoi, Ubi, ils font des trucs un peu sympas quand même, et on commence à trouver un petit peu de choses actuellement. Donc j'attendrai bien sûr ma petite zone là, au niveau de mes utilities, c'est grosso modo ce que j'attends. Par contre, si je me trompe, je préfère acheter plus cher. Donc si on vient à s'affranchir des 30$, je suis prêt à prendre une position dans une zone éco. Mais au moins, je prends la force, vous voyez. Bon, faut faire attention, c'était déjà arrivé là. Hein. Zone éco, derrière, on prend la force. Et puis, retournement, faites attention. On se surexpose pas, Pauline, etc. Vous aviez exactement la même chose là. Ici, sur un 600, ah, boum. Et puis derrière, un petit M-top. Donc actuellement, bon, on en a qu'un, mais je peux me tromper. Hein. Si Pandora, etc., ou Assassin's Creed, ou Star Wars fait des super chiffres, bah, j'espère que ça se verra au niveau des résultats. Mais ça se crée en fait dans la durée. C'est pas assez des bons résultats, donc ça doit pumper to the moon. Non. Généralement, c'est pas ça. Le marché va l'anticiper. Mais le marché doit nous donner des signes. Donc, je trouve ça plutôt intéressant, puisque je ne mets clairement pas à la poubelle Ubisoft. Un petit peu dans le même registre par rapport à la sécurité souveraineté, si vous voulez. National, c'est OVH. OVH est à Roubaix, c'est une entreprise française. Je n'ai jamais investi dans OVH et j'attendais toujours les moins 50% réglementaires. Bon, ça a été introduit grosso modo aux 20$, ce machin-là. On a perdu les 50% réglementaires. J'attendrai donc la force. Vous avez des divergences actuellement weekly qui sont en train de se mettre en place. J'attendrai un retour des volumes acheteurs, donc des vraies courbes au niveau de l'OBV et que les acheteurs reprennent de la force ici, avec des structures et ça aura mon investissement 1. C'est une boîte qui ne peut pas disparaître au VH. Parce qu'en fait, toute la sécurité nationale et la souveraineté nationale française et européenne, on ne va pas le mettre chez Amazon si vous voulez. Ou dans Google. On le mettra très probablement dans OVH. OVH, c'est clairement une licorne française et qui est très fortement soutenue par les États et notamment par l'État français. On utilise, que ce soit pour nos hôpitaux, que ce soit pour les données de santé, RGPD, etc. OVH est à la pointe. Alors peut-être moins efficace, plus cher que Amazon Cloud, je ne dis pas du tout le contraire, je dis juste qu'OVH, on ne le laissera pas tomber. Si vous prenez la valorisation d'OVH par rapport à juste la partie tech de Amazon, c'est sous-évalué si vous voulez OVH. On peut partir du principe de ce constat-là que c'est sous-évalué. Et ça fait un peu de chiffres. Donc c'est plutôt
Ça fait du chiffre, il y a une petite croissance en fait au niveau du EVH. Vous voyez, hop, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là, voilà. Reporté 382 millions. Et le dernier report, 439 millions. Vous voyez, donc ça croît au niveau du chiffre. Oui, c'est pas très rentable, voire pas rentable. Il fallait bien qu'ils introduisent pour prendre du fric. Mais partez du principe que bah ils font 100 millions de plus quand même. Donc il faut un petit peu d'historique. Donc on attendrait une latéralisation. Mais moi, OVH, je le regarde avec un œil clair. C'est comme SEMrush ou Wix, par exemple. Wix, par rapport au site internet, c'est un petit peu le business, le télétravail, je vais créer une entreprise, je vais créer un site internet. On parlait beaucoup des dropshippers, etc., de ces personnes qui ont fait, pour certains, du très bon travail, hein, pour être tout à fait honnête, hein, des vrais success stories. Mais Wix, ça peut aussi continuer en fait, ils essayent d'industrialiser, si vous voulez, la communication web et médias. Et Wix, demain, ce ne sera pas qu'un site internet, ce sera bien plus que ça. Ils sont en train de créer un vrai modèle. Un modèle en leasing ou en abonnement, en mode SaaS, etc. Et honnêtement, je pense que ça a clairement du sens, parce que beaucoup se sont pété les dents à essayer de créer en fait des business models à la Wix, et Wix tente à bien réussir à le faire. D'ailleurs, on peut aller regarder son action de Wix, moi, j'ai l'œil dessus, quoi. C'est pas ultra bullish, si vous voulez, mais il y a des trucs qui sont en train de se mettre en place sur Wix qui m'intéressent beaucoup, moi. Voilà. Donc oui, vous avez un bull flag ici. Bon, ok, on peut aller chercher un tout petit peu plus bas, mais grosso modo, la poche liquidité sur les 50, moi ça peut vraiment m'intéresser, quoi. On est très loin par rapport à la moyenne mobile, trimestrielle. Moi j'aime bien, oui. C'est ça qu'il faut regarder. Il faut les regarder parce qu'on a du temps à aller regarder ce genre de trucs. Oui, il se passe quasiment rien sur les marchés, notamment crypto. Autant prendre du temps pour aller faire ça. SEMrush, c'est pareil. SEMrush, c'est tout ce qui est data analytics, etc. Et ce sera de toute manière de plus en plus utilisé par les entreprises et par des grands groupes, voire des rachats par Google ou par je sais pas qui. Mais SEMrush, en fait, a clairement... SEMrush, ouais, je l'ai ici. Formidable, sera de toute manière à un moment donné utilisé de façon extrêmement large. À la base, il y avait beaucoup de trucs gratuits, aujourd'hui c'est plus du tout gratuit, ça fait du fric et ça doit faire du fric au niveau de SEMrush. Et puis, ça n'a pas suffisamment baissé pour moi, ça a introduit en plein bull run, donc c'était génial par rapport au crack Covid, etc. Mais voilà, une forme de latéralisation, c'est clairement ce qu'on va attendre en fait, une latéralisation. Bon, ça fait du fric quand même. C'est vert, c'est vert, c'est vert, c'est vert, c'est vert, et quand c'est rouge, bah c'est rouge, mais c'est pas rouge écarlate, quoi, c'est... Ça me plaît bien, moi, ce genre de choses. Je vais attendre un petit peu, mais c'est clairement des actions que je mets en surveillance, si vous voulez. Voilà, je n'ai pas plus de choses à dire. J'espère que je vous ai aidé. Par contre, ah oui, un truc très important. Quand on voit ça, c'est propre, en fait. On voit on essaie de maintenir des espèces de bottom à 7 $, donc on peut très bien aller chercher toute la liquidité et repartir. Vous voyez, donc au lieu d'acheter ici, bah, autant attendre un truc comme ça. Voilà, je préfère acheter là, si vous voulez, quand on vient chercher tous les bouboules. Mais si vous prenez Casino, par exemple, Casino Group, qui est aussi une des actions les plus, Casino Guichard, les plus shortées de France. Bon, ben, par contre, faut pas y aller. Là clairement, c'est pas bullish. Ils sont un petit peu dans l'œil du noir. L'OBV est complètement décroissant, vous avez des records de volume de vente, on est en train de quitter la boutique, quoi. Voilà, ça, on oublie. Ça, c'est pas possible. Et au pire, si vous voulez pas oublier ça et vous vous dites il y a un truc parce que vous y travaillez et que vous croyez en votre boîte, parce que vous travaillez chez Casino Guichard, à ce moment-là, attendez une latéralisation. Voilà, attendez clairement ça et achetez la force. Ne bloquez pas du capital inutilement là-dedans, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est même plus spéculatif. C'est l'enfer, en fait. C'est la mort. Mais on a déjà connu des réveils. Je ne dis pas du tout le contraire. D'ailleurs, c'est comme des trucs un peu comme ça. Et finalement, hop, on se fait renvoyer dans les cordes. Faites très attention à ce type de boîte, parce que généralement... ça peut reperdre encore 50%, et puis reperdre 50%, surtout s'ils commencent à regarder dans le détail, si ça fait des augmentations de capital ou des restructurations de dette avec de l'augmentation de capital, généralement ça dilue à fond les actionnaires. C'est pas grave de diluer les très gros actionnaires, parce qu'ils ont déjà investi peut-être des centaines de milliards là-dedans, je dis pas du tout le contraire, donc ils préfèrent être un petit peu dilués dans l'espoir de retrouver quelques milliards dans leurs dizaines de milliards, mais les gros petits portefeuilles, c'est tout le temps les dindons de la farce. Vous pouvez regarder plein de boîtes comme ça, s'il y a de l'augmentation de capital, généralement, c'est que c'est déjà le début de la fin et que c'est le début en fait d'une longue lignée. Même si on nous tient mordicus qu'il n'y aura qu'une seule augmentation de capital et qu'on a toutes les stratégies à mettre en place pour pouvoir relancer le truc, etc. C'est la plupart du temps, j'ai presque envie de vous dire, dans 95% des cas, une première avant une très longue série de dilution sur dilution sur dilution. Et ce truc pourra valoir peut-être continuer à exister, hein, continuer à avoir de très bons produits, s'ils font de très bons produits et proposent de très bons services, notamment de grandes distributions, mais ça pourrait valoir 1 $ que ça aurait été pareil. Voilà pour ça. J'espère que je vous ai aidé, j'espère que j'ai été concis dans cette vidéo. Pas plus de choses à dire, on se retrouve demain. Je vous propose un live à midi avec les rois du Bitcoin. Ciao.